Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Ici Édouard Andrew Joseph et Jessie Charles. Puis, on est là pour le projet Le Tournant. Donc, aujourd'hui, on a reçu quelqu'un avec une histoire extraordinaire, Monsieur Andrés. Puis, c'est quelqu'un de... C'est un ami, c'est devenu un ami avec les années. Mais on a dû collaborer pour des projets concernant les jeunes qui sont à Cité des Prairies et tout, plus précisément. Puis, j'ai eu la chance de parler avec la personne et découvrir comment il y avait un cœur sur la main, puis il y avait une grosse histoire qui pouvait aider les autres. Puis la première chose qu'il a parlé qui m'a marqué quand il parle le combat des pensées, puis je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire face à ça, mais on n'en parle pas assez, comment tu dois dominer tes pensées, puis comment tes pensées peuvent te faire douter de toi. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'il a soulevé ce point-là. Puis si je te demande, toi, qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce qui a attiré plus ton attention? Mais moi, c'était vraiment ce qui a fait changer sa vie. Fait que là, il faut regarder l'épisode pour le savoir. Okay. Puis ses rêves. Oh my God. Tu sais, il y a des grands rêves. Fait qu'il faut écouter l'entrevue jusqu'à la fin pour savoir justement c'est quoi ces rêves-là. OK, parfait. C'est bon. Puis ici, justement, on parle d'un autre point, quelque chose d'important, les remises en question dans sa vie. Quand il a parlé de remises en question, que ça soit par rapport à où ce qui s'en allait ou sa conduite, par rapport à comment il se comportait et ses actions. J'ai beaucoup aimé ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a parlé de la peur, on a parlé de l'absence paternelle, comment ça peut causer des dégâts dans la vie d'un jeune homme ou d'une personne qui essaie juste de se développer, qui est en quête identitaire. Et justement, la quête identitaire, quand on parle d'une construction identitaire, il a mentionné, il a soulevé. Il n'a pas nommé comme ça, mais j'ai compris que quand tu te cherches justement et que tu n'es pas capable de trouver peut-être des personnes qui te ressemblent ou à qui t'associer, mais c'est là qu'on peut prendre des décisions qui peuvent nous coûter cher. Donc, ouais, je dirais que ce sont les points que j'ai notés qui m'ont plus interpellé. Donc, ouais. Puis il nous a parlé aussi de qui est sa vraie famille. Fait que qui était sa vraie famille, il s'en est rendu compte justement à certains moments de sa vie. Alors, encore là, il faut écouter l'entrevue pour en savoir plus. Yes. So, restez connectés. Assurez-vous, popcorn, friandises, whatever it is. Mais vous allez avoir un très bon épisode avec Andrés. Donc, restez des nôtres. Let's go. Préfère le confort, les gens qui réussissent sont ceux qui travaillent fort. C'est quand t'es inconfortable que tu grandis, le soleil revient toujours après la pluie. Donc, bonjour, re-bienvenue à un autre épisode du projet Le Tournant. Nous sommes contents de vous revoir. Puis, je vous rappelle que le projet Le Tournant, c'est un projet qui met la lumière sur des histoires riches et des histoires inspirantes. Et on veut éduquer, sensibiliser et outiller, que ce soit les jeunes adultes, des intervenants et parents qui sont peut-être aux prises avec des enfants, que ce soit problèmes judiciaires, criminalité, tout le kit. Mais sans plus tarder, OK, je vais vous présenter non seulement il y a mon équipe, Jessie Charles qui est là, co-animatrice. Oui, bonjour. Mais il y a, bonjour. Mais il y a l'invité qui va venir édifier tout le monde avec son histoire, encourager les gens et sensibiliser aussi les gens et donner espoir. J'aime beaucoup son histoire. C'est quelqu'un que je suis fier de dire que c'est un ami. Je présente M. Andrés. Comment ça va, Andrés? Ça va super bien et vraiment très honoré d'être ici présent parmi vous. Ah, merci pour le temps. J'aime ça dire aux gens qu'on ne prend pas pour acquis que la personne vient nous donner son temps et son témoignage. Donc, on apprécie ça, puis on est prêt à changer les mentalités puis impacter les gens. Donc, si je commence, OK, qui est Andrés? En quelques mots. Andrés, vraiment, je suis quelqu'un qui vient d'origine costaricienne. Mes parents sont du Costa Rica, mais moi, je suis né ici, 36 ans. Intervenant en délinquance, / père aidant. Et voilà. C'est bon ça, très bon. Et si, on a tellement de questions, OK? Mais si on rentre dans le vif du sujet, OK? Quel a été le point tournant pour Andrés? Puis quand on parle du point tournant, on fait référence à le moment où ta mentalité a commencé à être impactée ou que tes actions ont commencé à être impactées. Mais peu importe c'est quoi qui a fait en sorte, on veut savoir c'est quoi le point qui est venu chambouler pour le positif, pour le meilleur ta vie. Donc, toi, tu parles de
le changement, quand il y a eu un changement. Ouais, si tu peux nous amener à, juste pour être plus précis sur ma question, amène-nous au moment où Andrés se dit, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qui tourne par rond, il faut que ça change. Okay. En fait, j'ai toujours su que c'était quelque chose de pas bon. Genre, j'ai toujours su que something was wrong, right? C'était quelque chose qui était pas bien pour moi, mais également pour mon entourage, n'est-ce pas? Pour ma mère, pour mes frères, pour mon entourage, tu vois? Mais c'est quelque chose que des fois, quand tu es trop dedans, ben, tu trouves pas la manière de la solution, la porte de sortie, n'est-ce pas? Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait face à des conséquences, puis j'ai eu peur pour moi, puis je me suis dit, est-ce que je veux toujours ça pour ma vie? Est-ce que je veux causer ça toujours aux gens que j'aime, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu un temps de rétrospection, j'ai un temps où je me suis isolé, où j'ai pu prendre le temps de penser, de réfléchir, j'étais laissé à moi-même, où je n'avais pas justement ces gens, ces personnes qui pouvaient m'influencer négativement. J'étais tout seul, donc je pouvais penser et j'ai eu beaucoup de temps pour penser. J'ai réfléchi et j'ai pris une décision de que c'est pas cette vie-là que je voulais, c'est pas cette vie-là que je veux. Et j'espérais dans ce moment-là, parce que je n'étais pas encore sûr, j'espérais que j'avais le droit à quelque chose de bien pour moi, mais je n'étais pas encore sûr. Mais je me suis dit, s'il y a quelque chose de bon pour moi, j'espère que je pourrais y avoir accès, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ta réponse, mais je veux aller un peu plus en détail. On sait déjà tout ce qui a rapport avec cette vie-là, ce mode de vie-là. Tu n'es pas supposé avoir peur ou laisser paraître la peur. Maintenant, comment ça se fait que toi, on sait que ce mode de vie-là, il faut que tu sois fort mentalement, il faut que beaucoup de masques, beaucoup de paraître. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es à l'aise de dire, non, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à calculer les pour et les contre. Et j'imagine les pour et les contre étaient toujours là depuis le début. Mais pourquoi, à ce moment précis-là, tu as décidé d'accepter que, OK, là, j'ai peur et je vais écouter cette peur-là? En fait, justement, la peur n'est pas absente. Elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est pas comme si quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas peur, c'est un mensonge. Peut-être qu'il ne se rend pas compte, peut-être qu'il n'arrive pas à mettre les mots dessus, mais la peur est toujours présente. La différence, c'est qu'à un moment donné, à cause du masque qu'on porte, on vient à canaliser cette peur-là. Et c'est pas qu'on est des experts, mais on devient des experts à canaliser la peur, la tristesse, fait que la seule émotion qu'on peut dégager, entre guillemets, c'est la colère. C'est la seule émotion qu'on peut se laisser le luxe, on se donne le luxe de manifester cette émotion. Toutefois, la peur, si tu la montes dans ce milieu-là, tu es faible, tu te fais manger tout cru. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu... Bon, quand ce qui est arrivé, c'est que dans mon dernier séjour, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu un épisode, une action où j'ai eu peur pour ma vie, mais c'était pas la première fois qu'il arrivait quelque chose comme ça, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, justement, c'était peut-être juste la goutte de trop. C'est pas comme si, l'événement était différent. C'était pas la première fois que quelque chose arrivait, quelque chose comme ça. Mais on dirait que, justement, c'était juste too much. J'étais juste arrivé, tu sais, j'ai frappé un mur, j'ai dit, waouh. Et j'ai réalisé que, justement, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, waouh, c'est pas fait pour moi. En fait, on s'entend que c'est fait pour personne, là, n'est-ce pas? Ouais. Mais des fois, tu te réalises, il y en a qui pensent que c'est fait pour eux, il y en a qui disent, ouais, c'est la vie. D'ailleurs, moi, j'étais de ceux qui disaient, moi, jusqu'à mon dernier souffle, c'est ça que je veux faire. Parce que c'est juste ça que je connais. Puis je vais percer dans ce monde-là, puis je vais être un des plus craints. Et tu vois ce que je veux dire? Puis dans ce temps-là, tu te disais vraiment, c'était la manière de penser pour y arriver. Est-ce que c'est parce que tu te disais que c'est ta manière de survivre ou dans ta tête, c'était le succès, c'est vraiment ça. Ça équivaut à atteindre les échelons dans ce milieu-là, pas craindre rien, pas craindre personne. Est-ce que c'est ça que tu visais? C'est un mélange des deux. OK. Un mélange des deux parce que, bien sûr, moi, je voyais des films, les vidéos, je voyais, tu sais, les gars qui perçaient dans le monde, tu sais, dans ce monde-là. Et je me suis dit, ben, moi aussi, je peux. Tu comprends? Puis c'est sûr que moi, je voyais ça comme, tu sais, on pouvait avoir une notoriété et on allait me voir ça vraiment comme moi, j'allais voir le monde de haut, ils allaient me voir de bas, puis tu sais. Aussi, on s'entend qu'il y avait un mélange d'orgueil, mais derrière tout l'orgueil, derrière tout ça, il y a des blessures. Tu sais, il y a des traumas,
il y a des blessures, c'est ça. Donc, mais sur le moment, on est trop jeune pour le réaliser, tu comprends? Fait que, ouais, c'est sûr que je voyais ça comme tu sais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut étudier comme docteur, son but, c'est de devenir docteur. Tu fini doctorat, n'est-ce pas? Ouais. Mais moi, mon but, c'était d'être docteur street, tu comprends? Wow, yo! Doctor Street, I like Tu vois, je veux it. dire? Ouais. Doctor Street, C'est en fait, je me deep, suis là. gradué dans la rue, tu vois, je veux dire. Donc, il y en a qui vont dire, oh, qu'est-ce que ça fait? Ben, l'université. T'as été à l'université. T'as été Tu sais de où est-ce que je t'as parle. été au plus haut niveau Tu vois ce que je veux dire, l'université, tu sais de quoi on parle. Il y a regular. Il y a la primaire, Et puis, et après ça, il y a le cégep, puis après ça, l'université. toi, t'as gradué. Tu peux J'ai dire que t'as gradué, j'ai gradué gradué. dans ce monde-là. Tu sais, je dis pas que j'en suis fier, mais je veux dire, c'est derrière moi de toute manière. Mais c'est ça, j'ai quand même... Puis ça m'a donné un énorme bagage, veux pas, tu vois. Puis oublie pas quelque chose, hein. Moi, je te connais, mais j'aimerais juste préciser à l'audience que jamais, t'es tellement humble, t'es tellement quelqu'un de posé. Je sais que tu vas jamais te vanter de ça, mais tu vas juste le raconter parce que ça fait partie de ton histoire. C'est un chapitre dans ton livre, mais c'est pas la fin du livre, heureusement, grâce à Dieu. Tu comprends? Mais à la fin de la journée, t'en parles pour aider les gens à voir plus clair. Mais ce moment, où est-ce que tu te trouvais à ce moment-là de... Non, c'est la façon de faire, c'est la manière de vivre. C'est comme ça que je veux vivre. Je veux atteindre le plus haut échelon dans ce mode de vie-là. Mais là, à un moment donné, tu as dit, il y a les remises en question, il y a la peur qui s'installe. Puis là, tu t'es retrouvé maintes reprises face à la même situation, mais pour la première fois, cette situation-là te rendait inconfortable. C'est comme quand j'ai réalisé que j'ai pas pu bloquer cette peur-là ou utiliser cette peur-là pour me défendre et que j'ai laissé cette peur-là m'envahir et se saisir de moi. J'ai dit, pour moi, c'était le tournant. J'ai dit, OK, it's enough. Je peux plus continuer. Parce que inconsciemment, je me disais, le jour où ça arrive, ça veut dire que c'est plus pour moi. Et je répète, c'est pour personne. Mais sur le moment, je disais, le jour que je choke comme ça, comme on dit, dans le bon jargon, c'est-à-dire que c'est plus pour moi. Et c'est arrivé. J'ai dit, j'ai eu peur. Et je l'ai montré devant tout le monde. Ça, c'est encore pire. Tu vois, j'ai perdu la face, tu comprends? Devant les miens, devant tout le monde. Fait que j'ai dit, OK, non, c'est fini. Juste dire avant de passer la parole à ma collègue Jessie, t'as peut-être perdu la face, mais t'as gagné ta vie. Tu sais pas qu'est-ce que ça aurait mené de... Regarde là, moi, je veux montrer que non. Tu comprends? Comme on dit, c'est moi-même qui moi-même là. Je suis cette personne-là, j'ai peur de rien. Mais à la fin de la journée, à quoi ça sert si tu finis pire ou tu meurs? Tu comprends? Donc, je suis content que tu as choqué, on va dire ça comme ça, parce que là, je suis là avec toi et puis j'ai pu te connaître, mais tu comprends? Mais en tout cas, merci pour ce partage. Man. Yes. Mais en fait, tu as un peu parlé de ça, mais je veux voir s'il n'y avait pas d'autres choses que tu voulais ajouter. Qu'est-ce qui t'attirait justement dans ce style de vie-là? L'argent, le pouvoir, femme, la notoriété, le respect. On s'entend que là-bas, on pense que c'est du respect qu'on nous donne, mais c'est une crainte, c'est la peur qu'on a de nous. Mais sur le moment, on nous raconte ça comme si, ouais, tu vas avoir du respect, les gens vont te respecter, n'est-ce pas? Mais c'était vraiment le pouvoir et l'argent. C'était plus ça. Le reste, tout ce qui vient avec, disco, alcool, drogue, tout ça, c'est un extra, mais ce qui me drainait le plus, ce qui m'attirait le plus, c'est le pouvoir et l'argent. OK. Mais lorsque tu parlais justement de trauma, est-ce que tu peux te développer un petit peu par rapport à ça? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui est arrivé qui t'a justement amené à avoir ce genre d'attirance-là vers cette vie-là. Parce que, comme tu disais toi-même, j'utilise tes mots, c'est pas une vie pour personne, au fait. Malgré que j'ai grandi dans un quartier défavorisé, un quartier où il y avait les gangs, ça m'a jamais vraiment trop attiré. Oui, j'avais une curiosité, mais pas vraiment comme une attirance à ce point-là. Mais ce qui arrivait, c'est que quand j'étais jeune, de 0 à 13 ans, j'ai eu un père très peu présent. Et ensuite, à 13 ans, il est parti définitivement, n'est-ce pas? Donc, ce qui arrive, c'est que ça laisse un vide dans mon cœur. Je suis trop jeune pour réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai mal, je souffre, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors, il y a un vide, une colère, un sentiment de rejet, d'abandon, de trahison que j'arrive pas à canaliser, j'arrive pas à verbaliser. J'ai personne pour m'aider. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça explose. Comment ça explose? T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Okay. Alors, mon frère, lui, à l'époque, il a 16 ans, il y a 3 ans plus que moi. Donc, mon frère, lui, il se retire, il s'isole.
mange beaucoup. Tu sais, c'est le genre de personne qui va dessiner. À l'école, il passait pour un nerd. Tu comprends? Très intelligent. C'est super intelligent. Il prenait jamais de notes. Lui, il passait tout, c'est facile. Puis moi, je suis la bombe à retardement. Tu comprends? J'étais la bombe à retardement. J'étais vraiment comme le contraire de mon frère. Lui est introverti et moi, je suis extraverti. Donc, moi, j'ai explosé. Le fait de grandir aussi autour de gens qui aimaient se battre, boire, ça n'a pas aidé. OK. Fait que c'est ça qui m'a amené... Fait que tu dirais que... Mais est-ce que tu pourrais dire que l'influence de l'alcool, de la drogue, ça a joué un rôle là-dedans? Bien sûr. OK. C'est sûr. C'est sûr. Et puis les films et tout ça aussi. OK. Mais j'ai aimé qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que les moteurs initiaux de les facteurs initiaux, c'était argent, pouvoir. Tu as dit que les autres, c'était juste un extra. Ouais. Mais des fois, quand tu rentres dans quelque chose pour A, tu te retrouves avec B, C et D. Et en réalité, tu réalises que, je suis dans un tourbillon que je n'avais même pas imaginé. Dans une spirale. Gros, t'es fort. Gros jeu de mots. Mais non, c'est bon. Oui. Super. Alors, quel est le plus grand apprentissage que tu peux dire que tu peux avoir fait justement par rapport à cette vie-là versus la nouvelle vie, etc.? Qu'est-ce que tu as pu retirer de tout ça? Parce qu'il y avait du positif, du négatif. Moi, d'après ce que tu nous dis, c'est plus du négatif. Mais qu'est-ce que tu as pu tirer de ça comme apprentissage? Mais c'est bien que tu dis ça parce que s'il y avait zéro positif, être dans ce milieu-là, mais personne ne serait dedans. Fait qu'à quelque part, on y trouve notre compte, tu vois. Mais moi, j'ai retiré le courage, la force de caractère, la loyauté. Moi, je n'étais pas loyal avant du tout. Je ne savais même pas c'était quoi, tu vois. Mais j'ai appris à être fidèle, loyal, être... Tu sais, malgré qu'on s'entend que dans ce milieu-là, c'est... Il y a une expression en créole, des chiens mangent des chiens. Tu sais, c'est la loi du plus fort. Tu sais. Ça se trahit entre eux puis tout. Mais même dans tout ça, même dans ces trahisons-là, tu avais des codes d'honneur. Il y avait la loyauté. Donc, j'ai appris à être loyal. J'ai appris à pas reculer devant l'adversité aussi. Tu vois, parce que, oui, devant une troupe, une gang qui vient contre toi te faire du mal, puis toi, tu cours pas. C'est un peu suicidaire, on peut dire, mais c'est téméraire dans un sens. Mais en même temps, quand tu l'utilises à bon escient, quand tu l'utilises pour un bon usage, ben, tu es confronté à une adversité de tous les jours, que ce soit des problèmes financiers, un problème de couple, un problème de santé, de famille. Ben, tu te dis, ben, moi, j'ai déjà vécu des problèmes super durs, ma vie était en danger et j'ai quand même passé au travers. Donc, ça a forgé mon caractère, ça a fait de l'homme qu'aujourd'hui je suis. J'aime beaucoup ça, ce que tu viens de dire, parce que ça, on en parle beaucoup en intervention, que justement, il y a des raisons pour lesquelles les jeunes rentrent dans les gangs, et c'est également ces raisons-là pourquoi ils les quittent. Mais que si on est capable d'identifier pourquoi ils rentrent dans les gangs, puis on est capable de leur offrir des alternatives, mais de là à dire que les gangs, c'est pas bon. Je donne un exemple, tu as parlé de une absence paternelle pendant un certain moment. Combien de personnes comprennent que tes camarades de classe ou tes coéquipiers sportifs, des fois, deviennent cette famille-là. Des fois, remplacent le manque qu'il y a dans ta vie. Donc, de là à croire que les gangs n'amènent rien, c'est pas vrai. Mais maintenant, c'est comment on peut mettre ça de manière constructive. Exactement. Comment on peut encadrer le tout, tu vois. Moi, j'ai une question par rapport à... Tu sais, t'es d'origine hispanique, costaricienne. C'est costaricienne, on dit. Costaricienne, oui. Origine costaricienne. Tu viens du Costa Rica. Je ne sais pas, tes parents sont arrivés en quelle année à peu près? Mais moi, je suis né ici. Donc, ils sont arrivés en 88. 88. Ouais. Est-ce que tu te rappelles... Est-ce que tu as même déjà demandé à tes parents c'est quoi qu'ils avaient comme plan pour vous? Parce que, tu sais, on sait que... On parle de parents immigrants, OK? Ils viennent d'une terre comme le Canada pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Tu comprends? Parce qu'il y a un pays comme le Costa Rica, tu as des fruits et légumes, il fait chaud. Pourquoi tu viens au Canada où il neige? Parce que tu comprends? La même chose pour Haïti et compagnie. Ouais. Donc, ils sont venus pour donner une meilleure opportunité à leurs enfants et tout. Puis, quand il y a eu ton entrée, que ce soit dans la délinquance ou cette vie-là, OK? Comment ça a affecté la relation avec la famille, sachant que notre fils est en train de mettre sa vie en l'air, on a peur pour lui et on est venu ici simplement pour lui donner une autre opportunité, une meilleure vie. Comment ça a affecté la relation avec les parents, la famille? C'est sûr qu'avec ma famille, déjà, mon père n'est pas présent. Mais avec ma mère, c'est sûr que ma mère a toujours été présente, peu importe, dans les bons moments, dans les mauvais moments.
que ce soit en prison, que ce soit n'importe où, est toujours là à me visiter, tout ça. Mais il y avait une friction quand même parce que c'est l'autorité, c'est ma mère. Et moi, j'avais un problème avec l'autorité. C'est sûr que j'étais rebelle, je ne respectais pas ma mère, l'insolence et tout. C'est sûr que ça a affecté beaucoup. Moi, je voyais ma famille comme moi, je ne m'identifiais pas avec mon frère et ma mère. Fait que c'est sûr, je les voyais de haut aussi. Ils ont pris aussi, là, tu comprends, dans cette explosion-là, que je refoulais mes émotions, puis quand j'ai explosé, ils ont pris aussi, ils ont take, comme on dit. Donc, c'est sûr que ça a affecté ma relation avec ma mère, mon grand frère, bataille tout le temps, c'était chien-chat, tu comprends? Mais c'est ça, c'était pendant plusieurs années, c'était comme ça, ouais. C'est qui gagnait les batailles entre ton frère et toi? Ben, tu vois, mon frère est il est grand, gros, il est énorme, mais il est doux. Fait que c'est sûr que beaucoup de fois, il se laissait, mais il y a des fois où quand il explosait, c'est moi qui prenais. Il t'a ramassé, là. Il a dit, oublie pas, tu restes le petit frère, là. Oh, va t'asseoir, là. Des fois, c'était resté juste un coup, puis j'étais déjà à terre. C'était comme... Appelle maman. C'est là que j'ai compris que les autres fois, c'est lui qui me faisait grâce, tu comprends? Ah, c'est bon. Mais j'aime comment tu as dit aussi, comme... Puis juste dans la manière que tu l'amènes, ça se voit que tu as fait le recul par rapport à ça et que tu as dit que de la manière dont je vivais, de toutes les... pas les insécurités, mais tous les challenges que tu avais au niveau de l'abandon de ton père et tout, tous ces défis-là, ça explosait puis ça sortait mal. Malheureusement, ils ont écopé. Mais j'ai aimé comment tu as été capable d'avoir une belle analyse de la situation puis d'être capable de dire c'était comme ça avant. Parce que j'imagine maintenant, c'est clair, tu as une bonne relation. Voilà. Puis comme tu as dit, ta mère, elle t'a pas abandonné. C'est vrai qu'elle était peut-être fâchée, mais elle est restée là. Et comment le fait que, quand tu reviens sur ça en te disant, maman m'a jamais abandonné, comment tu vois ça? Mais c'est sûr que pour moi, d'ailleurs, c'est une des raisons, c'est une des facteurs qui a pesé sur la balance dans mon changement, tu sais. Mais c'est sûr que même encore aujourd'hui, pas tous les jours, mais des fois, quand je parle avec elle, je la remercie parce qu'elle a toujours été là pour moi. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui fait du bien. Puis ça montre c'est qui la vraie famille, tu vois. Oh, wow, ça, c'est fort, ça. Maman yes. Bonjour. C'est bon. Non, mais c'est une maman qui elle est courageuse parce que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a donné la force? Qu'est-ce qui lui a donné cette force, justement, de pouvoir te soutenir dans des moments comme ça? Parce qu'il y a la honte qui est associée à ça, etc. La honte. Mais moi, je pourrais dire que c'est Dieu qui lui a donné cette force-là. C'est une femme croyante, une femme de foi. Une femme qui, je suis sûr que si ses genoux pouvaient parler, et les murs aussi. Tellement elle prie, là, elle est sérieuse. J'ai commencé ma délinquance à, je ne me rappelle plus à quel âge, mais à l'adolescence, à 13, 14 ans, puis à 26 ans, c'est là que j'ai commencé à changer. Donc, c'est 14 ans de prière non-stop, jour et nuit. Et chaque fois qu'elle priait, je veux dire, pendant ces années-là, c'est même pas comme si je m'améliorais, je m'empirais. Elle a continué à prier. Elle a continué. Fait que sa force, c'est sûr qu'elle venait pas d'elle-même, tu vois. Fait que c'est, Wow, OK. Alors, est-ce que tu pourrais dire que la foi de maman a pu jouer un rôle dans ta transformation? Parce que tu as parlé d'introspection, mais est-ce qu'il y a eu un changement que cette foi-là a pu justement opérer dans ta vie? C'est sûr. Et puis, je tiens à préciser que même si moi, je suis croyant à 100%, je n'impose jamais ma croyance, mais je dois quand même dire ce que, pour moi, ce qui m'a fait changer, n'est-ce pas? Et donc, c'est sûr que je crois dans la puissance de la prière, justement, et je sais qu'à travers de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas juste eu ma propre volonté, parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu une maman qui a fléchi ses genoux jour et nuit pendant toutes ces années-là, mais peut-être que soit je ne serais pas là, ou soit peut-être je serais justement pas là, ou peut-être ça aurait pris plus de temps, je ne sais pas. Mais voilà, c'est fait que oui, définitivement, je suis persuadé, je suis même très convaincu que c'est par la foi, par la prière de ma mère aussi que... J'aime les histoires. Fait que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment, comme elle a pu si tu peux nous raconter, est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'elle priait, puis toi, ça a justement eu un impact comme presque en même temps ou dans la même période dans ta vie, si tu peux nous raconter ça? Il y a des moments où je pourrais pas dire exactement, mais il y a des moments où je sais que ma mère pouvait prier et puis moi je chantais puis par exemple, j'allais pas à un certain endroit,
mais parce que je ressentais quelque chose. Je peux pas dire que j'écoutais une voix, mais je chantais comme, on appelle l'intuition. Comme les gens disent, il y a le petit ange, puis il y a le petit démon. Mais moi, j'avais cette voix-là, cette intuition qui disait, va pas là. Mais plus tard, j'apprenais que c'est sûr que ma mère, elle priait. Elle me disait, moi, j'ai prié pour toi, et tout. Mais sur le moment, j'y porte pas attention. C'est plus tard, en devenant croyant, que je me rappelle de tous ces fois-là, que j'ai pas allé, que j'ai évité ça, que j'ai fait, tu sais. C'est ça, ouais. Incroyable. Fait que là, on pourrait voir qu'il y a la foi a joué un rôle vraiment intense dans ta transformation. Est-ce qu'il y a une histoire dans la Bible qui vient te chercher? Puis si oui, ça serait laquelle histoire? J'aimerais bien que tu nous la racontes. C'est une bonne question. Je ne m'attendais même pas à cette question-là. Mais c'est l'histoire de Zachée. C'est dans Matthieu. Mais en fait, je pense qu'il parle plus, pas juste dans un évangile, mais dans Matthieu. Je ne connais pas la référence par cœur. Mais Zachée était une personne très petite, de taille. Et il collectait les taxes, comme Matthieu d'ailleurs aussi. Fraudeur, il volait son propre peuple, tu comprends? Puis à un moment donné, il voit passer Jésus, puis il grimpe dans un arbre, tu sais, pour pouvoir le voir. Et puis à un moment donné, Jésus, il s'arrête, puis il se retourne, puis il lui dit, descends de cet arbre-là, tu vois? Il l'appelle par son nom. Il dit, descends, je vais souper chez toi. Et ensuite, lui-même, par la conviction, il dit, je vais redonner ce que, si jamais j'ai volé quelqu'un, je vais lui redonner même jusqu'à 4 fois ce que je lui ai pris. Et moi, pourquoi ça vient me chercher? Parce que quelque part, on s'est tous sentis petits. Peut-être pas de taille, mais on s'est tous, surtout quand on commet des erreurs, on a honte, c'est la culpabilité, les remords. Donc, on se sent petit comme lui. Lui, il se sentait petit. Lui, il était vraiment petit de taille, mais il se sentait petit. Puis, Jésus passait. N'importe qui de nous passe, va pas regarder là-haut. Mais lui, il s'est arrêté pour lui, tu comprends? Pour dire que dans tout ça, il y a cette grâce, cette miséricorde. Et c'est là que moi, j'ai compris aussi que j'avais le droit à cette deuxième chance-là. J'avais le droit à avoir une vie, une bonne vie, tu vois? Fait que c'est cette histoire-là, mais j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Merci pour ce partage. Puis moi, j'aimerais aussi que tu nous amènes, avant de passer justement la parole à Andrew pour la suite, je veux juste savoir, à ce moment-là, tu as une introspection. Fait que là, ça t'amène un changement. Mais c'est quoi raconte-nous un petit peu plus en détail le cheminement dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées pour arriver à ce changement-là. Mais c'est sûr que comme je disais plus tôt, je disais que, tu sais, il y a eu cet épisode-là où encore une fois, on atteint à ma vie encore une fois. Et donc, là, je me dis, waouh. Et là, c'est en dedans des murs, tu vois. Fait que je me dis... Puis là, je me dis, est-ce que je veux toujours... Tu sais, j'ai commencé même à penser, quand j'étais dehors, pour aller au dépanneur, pour même jeter ma poubelle, il fallait que je sorte armé, ne serait-ce qu'avec un ciseau, un crayon. Tu sais, je dis, mais est-ce que je veux cette vie-là toute ma vie? Juste pour sortir les poubelles et le recyclage. Les poubelles, les recyclages, c'est en face de chez moi. Puis je savais qu'il y a des ennemis, savaient où j'habitais. Et puis au dépanneur, ça m'était déjà arrivé de croiser des ennemis puis de devoir courir. Donc je me dis, est-ce que je veux ça toute ma vie? Puis j'avais quoi, 26 ans? Puis je me dis, est-ce que j'ai déjà 26 ans? Et quand je parlais avec d'autres personnes, je me dis, t'es même chanceux. Aujourd'hui, je sais que c'est pas de la chance, tu comprends? Mais j'ai dit, et les gens me disaient, t'es même chanceux de te rendre à 26. Puis là, j'ai dit, est-ce que je vais me rendre à 30? Est-ce que je vais me rendre à 40? Puis si ma mère, tu sais, que Dieu ne le permette pas, mais si elle décède avant que moi j'ai changé, que je peux lui montrer que je suis un bon fils. Tu sais, c'est tout ça. Puis j'ai dit, mais c'est sûr qu'il y avait une peur de changer. Est-ce qu'ils vont me laisser partir? Puis à un moment donné, je dis, je suis pas mine. Mais cette peur-là, rentre un peu plus en détail dans cette peur-là. La peur du changement. Est-ce que toi, tu avais peur de changer ou tu avais peur qu'on te laisse pas changer? Est-ce que tu peux plus détailler? Les deux. Parce que j'avais peur qu'on me laisse pas changer, parce que tu sais ce que c'est qu'une fois que tu rentres, tu sais. Mais j'avais peur aussi du changement parce que comme tout être humain, n'importe quoi. Ce serait même monsieur, madame, tout le monde qui a une routine pendant 20 ans, 10 ans, 5 ans, whatever. Tu vas arrêter, tu dois faire quelque chose de nouveau. C'est épeurant, bien, tu sais, c'est le nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Alors imagine-toi... L'inconnu. Alors imagine-toi, tu connais juste violence, drogue, alcool, prison, crime, tu vois? Tu connais juste ça. Et là, il y a un côté de toi qui dit...
tu peux être monsieur, madame, tout le monde. Tu peux aller à l'école, tu peux travailler, tu peux avoir une femme, tu peux une bonne femme, et toi être un bon homme, tu comprends? Et il y a cette voie-là, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est comme, moi, ça, Andrés, j'ai le droit à ça. Moi-même? Là, je me dis, est-ce que moi, j'ai le droit à ça? Et puis d'ailleurs, est-ce que je le mérite aussi? Tu comprends? Avec tout le mal que j'ai fait, est-ce que je le mérite? Fait là, je me suis dit, bon, c'est sûr que là, j'ai dit, waouh. Fait qu'il y a cette peur-là, cette doute-là, ces pensées négatives, néfastes qui viennent à ma tête, qui, comme un hamster, ben, je veux dire, comme ça tourne dans ma tête. Puis ça me dit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, tu mérites pas, t'es indigne, t'es sale, tu vois, t'es imparfait. Fait, c'est vraiment... c'est ça qui m'empêchait, mais c'était... Puis à un moment donné, je me suis juste dit, tu sais quoi? I'll do it. Je le fais coûte que coûte. Puis s'il faut que j'y laisse ma peau, littéralement, c'est comme ça que j'ai dit. S'il faut que je laisse ma peau, au moins que ça vaille la peine, tu comprends? Parce que tu auras laissé ta peau pour au moins... En faisant du bien, tu comprends? Et pas avec des remords, pas en laissant une mauvaise image. Et puis pas l'image, genre, comme vois moi, mais genre une bonne trace, tu comprends? Comme tu veux t'assurer que... Tu veux pas... Dans le fond, si je comprends bien, tu veux pas que... Quand ton heure sera venue, Dieu t'appelle là, tu veux pas qu'on soit en mode Andrés avait le plus d'argent, Andrés a fait le bien à beaucoup de gens, il a aidé beaucoup de gens, il a été un exemple pour les gens. Et au pire, s'ils parlent pas de moi, au moins ils parleront pas en mal de moi, dans le sens qu'ils diront pas il a fait du mal. C'est pas que moi ça me dérange pas, les gens vont toujours parler mal de nous, que tu fasses le bien ou le mal, mais je veux dire qu'ils se rappellent pas de que moi j'ai fait du mal. Tu sais, lui il a fait des victimes, lui il a fait ci. Puis ils sont là. Mais au moins, et puis même si je fais du bien, ça ne va pas effacer ce que j'ai fait. Mais au moins, si le restant de ma vie, je fais ce que j'ai à faire, je marche droit. Mais tu sais, c'est ça qui va peser aussi sur la balance. J'aime tellement que tu dis ça parce que j'ai un de mes bons amis, dédicace à Eddie. Eddie dit tout le temps, comme tu as dit, on a toutes fait des erreurs. Assure-toi simplement que lorsque les gens viennent essayer de voir qui tu es, ils ne trouvent pas les accusations qu'ils ont dit à ton sujet. Puis quand il m'a dit ça, il a dit, personne ne te demande d'être parfait. Mais assure-toi que s'il y a 10 ans, on t'accusait que tu es le colérique qui pète des coches, qui est dans les gangs, mais assure-toi que 10 ans plus tard, quand les gens viennent te voir, il dit non, il est trop nice, lui. Comment ça, on parle comme ça de lui? Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup que tu dis ça. Puis si je te demande, OK, ton rapport à la violence. Puis quand je veux savoir ton rapport à la violence, c'est comment tu as grandi, comment un jeune, comme tu te présentes, éloquent, tu es là, tu es capable de parler, tu as une bonne humeur, mais comment un jeune Andrés s'est rendu à être désensibilisé à la violence et même utiliser la violence comme manière de s'exprimer? Mais encore une fois, je réitère, les films, ça a l'air banal, mais tu vois des films de gang, de violence et tout, tu vois ça, tu commences à idolâtrer ça même. Tu commences à dire, wow, ça a l'air cool. Et c'est sûr que mon entourage aussi, gang de rue, tout simplement délinquance, batailleurs, tu sais, drug dealer, tu vois, les gens qui sont aussi accros à l'alcool, tout ça. Donc, je grandis dans ça et je vois des patterns chez d'autres personnes. Je vois des exemples de gens qui pour régler des comptes, ils se battent, ils frappent. Puis là, moi, je dis, puis je vois que ça fonctionne. Je me dis, parce que je vois que quand il parle, ça ne fonctionne pas. Je vois que quand un prof chicane quelqu'un, oui, ça fonctionne un peu, mais la personne demeure toujours. Je dis, OK, je vois que les coups, ça fonctionne. C'est sûr que ça peut fonctionner sur un laps de temps. Et en fait, tu penses que ça fonctionne. C'est ça l'affaire. Fait que c'est encore une fois, puis là, on revient un peu à... Tu penses que tu as gagné un respect. Mais c'est de la peur qu'ils ont eu parce que du moment où ils peuvent te rentrer, te backstab, ils vont le faire. Tu vois? Fait que c'est juste ça. Fait que moi, c'est ça. J'ai grandi dans cet entourage-là. Déjà, comme j'avais dit, même quand j'étais pas dans tout ça, de 0 à 13 ans, j'ai grandi dans un quartier où il y avait les rouges, les bleus. Il y avait tout ça. Puis c'était vraiment à son plein... paroxysme, là. C'est ça, c'était high, là. C'était vraiment le coup de feu, tout. J'ai grandi ça dans ce quartier-là. J'ai vu ça. C'est sûr que j'ai grandi là-dedans. Donc, une fois que j'ai l'abandon définitif de mon père, puis que je sais pas comment l'exprimer, puis que je me rappelle de tous les gens qui s'expriment. OK, ben il est fâché, il se frappe. Il frappe. Il est triste, il frappe.
Il est stressé, il frappe. Je dis, OK, ben moi, je sais pas qu'est-ce que je sens, mais c'est pas positif, je frappe. Tu comprends? Okay. Puis après, tu frappes, après ça, c'est des couteaux, après, ça escalade, tu vois? OK, ouais, c'est parfait. Ça. Puis merci beaucoup pour cette réponse. Puis, tu en as parlé au début, mais c'était trop tôt pour poser la question. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé. Yeah. Mais quand on parle du masque, OK, je vais te dire ça. Je vais te dire, OK, je vais te lire quelque chose. Tu parles du film? Et puis, non, un peu, hein? Tu vois? Mais je vais te lire quelque chose. Dis-moi comment ça te parle. OK, vas-y. Dans la rue, impossible de sortir sans son masque. Même si je crains de ne plus pouvoir le retirer, je dois quand même le porter. Comment ça te parle, ça? Mais, je veux te répondre, mais ma première réponse, j'ai en 2 parties. Ma première réponse, c'est est-ce qu'un policier sort sans son arme? Est-ce qu'un policier sort sans son badge? Non. Sans son bulletproof? Non. Il n'y a pas le choix de sortir ça. Ouais. Si un policier, dans ses fonctions, je ne parle pas quand il ne travaille pas, quand il travaille, il sort sans ça, il est tout nu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'est pas protégé. Il n'est dans rien de bon. Ça va dans le hood, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, le délinquant, j'aime pas dire ça, mais la personne en situation de délinquance, le membre de gang de rue, mais lui, son badge, ça peut être son gun, ça peut être son gun, son bulletproof, ça peut être tout simplement tout sa carapace, tout ça. Il n'y a pas le choix parce que, je l'ai dit tantôt, chien manger chien. Tu es dans une jungle. Si tu n'es pas le plus fort, il faut que tu sois le plus fou au moins. Tu comprends? Tu n'as pas le choix. Puis même d'ailleurs, dans le game, c'est même pas le plus fort, c'est le plus fou qui gagne. Parce que tu peux être fort, mais si le gars est fou, je te donne un exemple banal. Dans une bataille, je te mords, je te crève les yeux, tu peux avoir les biceps, tu peux savoir la boxe, mais yo... Tu m'as mordu, tu m'as crevé l'œil. Je t'ai crevé l'œil, tu vois. Tu vois, je veux dire, c'est le plus fou. Je voyais ça en prison, des gars tout minces qui démolissaient des gars gros parce qu'ils étaient fous. Ils mordaient et tout. Tu vois, je veux dire? Wow. Donc, ce masque-là, il est nécessaire pour ta survie. Le problème, c'est qu'à la longue, ton masque, il s'imprègne. Tu vois ce que je veux dire? T'as la misère à le retirer. Comme le masque, comme le film. Tu vois, les gars qui essaient de l'enlever, puis ils n'y arrivent pas. Puis le seul moment où tu l'enlèves, c'est quand tu arrives à la caille. Quand tu arrives chez toi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver chez moi et je pleurais. Dans la douche, je pleurais. Ou des fois, quand j'étais tout seul, en train de marcher, quand je me retrouve tout seul, le masque, c'est même pas que toi tu l'enlèves, c'est qu'il tombe tout seul. Il tombe tout seul sans que tu l'enlèves. Parce que tu n'as personne à qui impressionner. Quand tu es dans ta chambre, tu as qui à impressionner? Tu n'as personne. Tu comprends? Moi, ça m'est arrivé même de pleurer pendant que j'écoutais du gros rap violent. C'est supposé me mettre en rage, mais c'est juste que les barrières, ça tombe. Tu vois, tout tombe. Mais quand tu sors, tu n'as pas le choix de remettre ce masque-là. Fait que c'est sûr que pour la rue, le masque, c'est ta protection. Tu vois, c'était... Quelle grosse réponse. Je savais que tu allais donner quelque chose de sérieux. Tu comprends, sur cette réponse-là, mais c'est bon parce que les gens ne comprennent pas que il y a tellement de fois on fait des choses quand on est dans la rue. En réalité, on ne veut pas les faire. On ne veut carrément pas les faire. Quand moi, je vous dis, il y a des fois, je fais un recul sur mon passé, je suis comme, waouh. Je suis comme, OK, je pensais vraiment comme ça. Je suis comme, yo, merci Seigneur pour le changement de mentalité. Tu comprends, mais... C'est fou comment, je le dis aux gens, faites-moi confiance. Il y a beaucoup plus de gens qui portent un masque. Et là, on parle pour des gens qui peuvent être aux prises avec des problèmes de délinquance, criminalité, whatever. Il y a juste des jeunes dans la vie de tous les jours, ils vont pas bien, ils mettent leur masque pour aller à l'école. Ça va pas bien dans la famille, ça va pas bien. Donc... Et puis, dernièrement, je disais ça, on est tellement habitué à « et ça va bien », on s'attend à ce que personne dise « oui, ça va », même si ça va pas. Mais des fois, les gens vont pas bien vraiment. Mais le masque... Mais tu sais, le masque... Beaucoup de personnes en portent, pas nécessairement dans la criminalité. Exact. Tu as des gens qui vont au travail, ils grillent leurs dents, et tout va bien, mais ils sont dépressifs, ils sont au point de... Tu sais, ils veulent s'enlever la vie. D'ailleurs, tu vois, je donne un exemple, l'acteur Robin Williams, tu grilles dents, next thing you know, il enlève sa vie. Juste être sûr, Robin Williams, c'est lui qui a fait le film... Jungle, le George de la jungle. Jumanji, excuse-moi, Jumanji. Oui, OK, c'est ça. OK, c'est ça. Fait que c'est des gens qui... Ils vont au travail, ils vont à l'école, tu les vois qui sourient. Derrière ce sourire, il y a une tristesse profonde, il y a une dépression. Mais comme ils ne savent pas comment le verbaliser, ils n'ont pas d'aide, mais c'est ce qu'ils font, ils portent un masque. C'est que le masque, là, on parle parce qu'il y a un thème exact, la délinquance, mais le masque,
On n'est pas... Les gens dans la rue, on n'est pas les seuls. Je dis, on n'est pas les seuls, même si on n'est plus là-dedans. Mais c'est juste pour généraliser, on n'est pas les seuls à emporter. Beaucoup de portent. Le problème, c'est que pas beaucoup sont conscients qu'ils en portent. Et quand tu n'es pas conscient que tu portes un masque, ben, comment tu peux l'enlever? Le problème, c'est que si tu n'es pas conscient que tu as un kiss, que tu as une maladie, tu ne peux pas aller au docteur. Tu comprends? Jusqu'à temps que les mots, les conséquences commencent à être plus graves. Et c'est là que ça apparaît avec le masque. Jusqu'à temps que ce qui est arrivé avec moi, je me suis rendu compte que j'avais un masque quand je suis arrivé vraiment au bout de la falaise, au pied du mur. Je dis, là, c'est chaud. Là, tu réalises que c'est pas toi. Puis, juste une question, là, vite. Il y a deux questions qui viennent de flasher en tête pendant qu'on parle, là. Après combien de temps, même si tu veux pas donner le temps en tout, là, d'incarcération, à partir de combien d'années tu as commencé à calculer, OK, j'ai besoin de changer? Au début, au milieu, à la fin de la à la fin. OK. C'est sûr que tout le long, il y avait des épisodes où j'étais comme, oh, j'aimerais tellement comme m'en sortir, changer. Je veux plus cette vie-là. Mais, tu sais, de 15 ans, ma première incarcération juvénile, après ça, c'était provincial, puis après, c'était fédéral, la dernière. De 15 ans à 26 ans, c'est 11 ans. Sur ces 11 ans, j'en ai fait 9 à peu près. Fait qu'on parle centre jeunesse, prison provinciale, fédérale à la fin. Ouais. C'est au fédéral que j'ai changé, que j'ai commencé à vouloir changer. Mais sur les 11 ans, en tout et partout, pas d'un seul coup, mais en tout et partout, j'ai fait 9 ans, 8 à 9 ans. Fait que j'ai fait plus que la moitié. J'étais ce qu'on appelle institutionnalisé. Yes. Complètement. Donc pour moi, ma première maison, c'était ma cellule. Wow. Puis après, chez moi, c'était ma deuxième maison. Parce que je passais plus de temps. Tu sais, les gardiens me disaient, bon, Saint-Étienne, la prochaine. Wow, on garde ta cellule. Ouais. Puis on grillait dedans, mais next thing you know, je revenais pour vrai. Fait que c'était vraiment ça. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment à la fin, au pénitencier, que c'était le moment, tu sais, tournant. Justement, le tournant. Le tournant. T'as fait le pivot, là. Le pivot, exactement, j'ai changé. Okay. Merci. Puis, autre question que je voulais demander aussi. Tu as nommé aussi que tu travailles en intervention. OK? Puis, est-ce que tu peux parler de l'organisme, puis c'est quoi ton rôle exactement? Oui, tout d'abord. Donc, je travaille pour l'organisme Pacte de rue. OK? Fait que là, le Pacte de rue, il y a plusieurs programmes, donc Spirale. Donc, moi, ma tâche, je pourrais dire ça comme ça, c'est intervenant, mais je suis père aidant. Père aidant, c'est quelqu'un tout simplement qui prend quelque chose qui est expert là-dedans, tu vois. Par exemple, justement, la délinquance. C'est pas quelqu'un, par exemple, ça n'a rien à voir avec les diplômes, l'université, rien. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose. On prend son expérience pour l'utiliser, pour aider d'autres personnes. Donc, mais quand même, j'ai le titre d'intervenant aussi. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, j'aide, puis tout. Et le programme s'appelle Spirale aussi. Donc, justement, Spirale. Ah, c'est la manière que, justement, on rentre dans ce monde-là. J'aime ça. Fait que voilà. Ah, c'est bon, merci pour ça. Puis, moi, je sais déjà que Pacte de rue ont un bon intervenant parce que je sais que tu as le cœur à la bonne place. Depuis longtemps, on se connaît, puis on a toujours eu des bonnes conversations. Mais si je te demande comment ton vécu t'aide avec ton emploi actuel? Mais c'est une très bonne question. Et je dirais tout simplement que je suis pas, et j'aime beaucoup dire, je suis pas un meilleur intervenant. Je suis pas mieux qu'un quelqu'un qui a étudié des années comme criminologue ou éducateur spécialisé ou whatever. Je suis complémentaire, tu vois. Okay. Mais je peux aller reach là où eux, ils peuvent pas reach. C'est ça la différence. C'est-à-dire que moi, quand je vais parler avec un jeune de son mode de vie, j'ai une crédibilité. Tu vois, la personne ne peut pas me confronter en disant « Mais qu'est-ce que tu en sais? » Tu vois, moi, c'est ça que j'apporte. J'apporte cette touche-là de crédibilité, cette touche-là de que, OK, tu sais de quoi tu parles. Donc, tu me comprends. Tu me ressens. Donc, il relate avec moi. Je relate avec lui. Il s'identifie en français. Je m'identifie avec lui. Je le comprends. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Ça ne veut pas dire que c'est Pam. Souvent, ce n'est pas mon partenaire. Je ne suis pas son partenaire. Mais il y a cette relation qui se forme et que beaucoup d'intervenants ont aussi. Il y en a qui ne sont jamais passés par là puis ils ont une très belle relation avec les jeunes. Mais moi, c'est ce petit plus, justement, que j'ai. Tu vois? Fait que ça t'aide à comprendre leur réalité. Ou peut-être même des fois, est-ce que ça t'arrive des fois de parler avec des jeunes, puis tu te fais un petit sourire, t'es comme, OK,
Je pensais comme lui, là. Ouais. Je vois déjà dans quelle phase il est. Ça t'arrive, ça. C'est clair, mais il faut que je fasse attention de ne pas tomber dans la sympathie, puis dans comme, oh ouais, je te comprends tellement, tu as tellement raison, c'est bien, tu sais, parce qu'on pourrait porter à faire ça, tu vois. Mais c'est juste de dire, OK, la seule chose, c'est, OK, je te comprends. Mais dans ma tête, je me dis, mais je cautionne pas ça parce que je sais c'est pas le bon moyen. C'est pas la bonne manière de penser parce que je sais où ça va t'amener. Déjà, souvent, les gens avec qui je parle, ce sont déjà dans rien de bon. D'habitude, c'est comme ce soit en prison, soit qu'ils sont déjà dans la délinquance, mais bon, c'est ça. Mais quand juste finir là-dessus, après, je redonne la parole à Jesse. Tu as dit, tu es là en complémentarité. Et c'est ça qu'on essaie beaucoup de faire dans la dernière année, briser les silos. Je sais qu'ils aiment utiliser ce mot-là maintenant dans l'institutionnel, travailler en arrimage. En arrimage. Il faut arriver à arrimer le tout. Donc, comment on peut mettre nos forces ensemble? Moi, je suis bon dans le dessert, toi, tu es bon dans le repas, toi, tu es bonne avec les entrées. Comment on peut faire pour amener un repas de qualité? Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, le plus de personnes qui mettent leurs skills, leurs habiletés à bon escient, on va y arriver. Parce que comme tu as dit, tu ne vas jamais avoir la prétention de penser que tu peux tout faire. Et j'espère que l'institutionnel ne pense pas qu'ils peuvent tout faire. Moi, je ne penserais jamais que je pourrais tout faire. Mais ensemble, on peut faire de bonnes choses. Donc, j'aime beaucoup que tu soulèves ce point-là. Tu vois? Tu m'as donné faim avec ton dessert. Les entrées, on sait son penchant pour la nourriture. C'est ça entre nous. Ouais, donc, je voulais voir avec toi, qu'est-ce qui... juste nous raconter un épisode où... ton rapport avec les émotions. La culpabilité. Moi, j'avais la culpabilité. Est-ce que tu as déjà commis quelque chose, puis après ça, tu t'es fait « Ouh là là! » Plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous en raconter plusieurs fois. Marquante? Une des fois, c'était quelqu'un, un jeune je ne me rappelle même plus de son nom, mais c'est juste un jeune latino. C'était une affaire de fille et tout, puis je l'avais frappé, on s'avait battu et tout, puis tout. Mais je l'avais vraiment fait mal, puis tout. Puis après, j'ai pensé à ça, j'ai dit, quête, il méritait pas ça, puis tout. Fait que c'est ça. Je vais prendre un peu d'eau parce que j'aime. Donc c'est ça, fait que c'était beaucoup de épisodes comme ça où je faisais quelque chose, puis je me sentais mal. Puis tu sais, là, je donnais un exemple, mais en réalité, j'en ai trop. C'est à chaque fois qu'il y avait une victime ou... Parce que, pour de vrai, sans minimiser d'autres sortes de crimes, par exemple une fraude ou whatever, c'est pas que je m'en sentais pas mal, mais c'était plus facile de se dire, c'est pas si grave, j'ai fait de mal à personne. Mais quand c'était vraiment une personne, à chaque fois, je pensais à ça. Sur le moment, non. Sur le moment, j'avais comme aucun remords sur le moment. J'étais vraiment comme, tu sais, blind. Mais après, quand j'étais tout seul, encore une fois, quand le masque tombait chez moi, j'étais comme, wow. Puis des fois, j'avais peur, est-ce que je l'ai tué? Fait que toi, tu n'avais pas besoin de voir ta tête recherchée à LCN TVA. Tu n'avais pas besoin d'être devant le juge. Toi, tu étais capable vraiment d'analyser puis de dire, OK, là, je suis en train de foirer. Là, l'action que j'ai commise, elle est grave pour de vrai. Tu étais capable d'avoir cette introspection-là tout seul. Oui. Puis ça m'a amené, d'ailleurs, à faire des actions quand j'ai changé. Ça, c'était une conviction aussi côté de ma foi, à demander pardon à certains d'entre eux. Et j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai eu l'occasion de pardonner mon père aussi. Je suis allé au Costa Rica juste pour ça. Est-ce qu'il... Je vais poser une question. T'as dit t'as pardonné ton père. Il t'a demandé pardon ou tu as décidé de le pardonner? Je suis parti pour le demander pardon, mais je savais pas comment j'allais faire ça. Next thing you know, il m'amène dans une montagne avec sa moto, chill. Puis là, il m'a dit, André, je te demande pardon. Fait que c'est lui qui finalement m'a demandé. Mais moi, j'étais là pour le pardonner. Quand il me demande pardon, j'ai dit, ben ça tombe bien. C'est pour ça que je suis venu. Moi, je suis pas venu pour chill, là. Tu vois, moi, je suis venu pour... Fait que ça a tombé bien. Il m'a facilité la tâche. Tu comprends? Fait qu'il m'a demandé pardon. Moi, je l'ai pardonné. Puis j'ai fait ça avec quelques personnes aussi. Je me rappelle, j'ai croisé un gars. Puis il a comme eu peur un peu. Il m'a vu, il dit, round 2, qu'est-ce qu'il va me faire? Je veux dire, je dis, oh bro, non, chill. Je voulais juste te demander pardon pour t'avoir fait ça. Puis il était saisi. Puis même à un moment donné, il voyait ça comme une faiblesse. Il a commencé à monter son chest, puis comme il pensait peut-être que j'étais un faible. Mais après, il a dit, ça sert à rien de faire tout ça pour voir, comme, tu sais. Puis après ça, il a compris que, OK, c'est real. Il était saisi. Puis après, on s'est même assis. On a commencé à parler.
j'ai pris mon chemin, il a pris son chemin. Il m'a pardonné, tu vois. Mais waouh, ça c'est deep, ça. Ça c'est deep. Puis est-ce que tu parviens à marcher dans la rue? Parce que je sais pas, ça m'est juste passé dans la tête parce que justement, il s'est passé beaucoup de choses. Là, tu parviens à marcher dans la rue très calme, et serein parce que tu te dis que Dieu te protège ou tu te dis que, en fait, c'est simplement, j'ai changé de vie et là, maintenant, je me promène là où je veux. Les deux. Et puis, Les deux, tu sais. Même back in the day, j'aurais pas pu venir dans ce route-là, tu comprends? Ah bon? Ouais, tu comprends? J'aurais même pas pu venir, tu sais. Mais, tu sais, si je peux vous raconter vite fait une anecdote, c'est dans la Bible, hein, mais je vais juste raconter une anecdote de pourquoi je dis que oui, moi, je dis que Dieu me protège, mais même à ça, comme, tu sais, je me dis, j'ai changé, fait que je fais les bonnes choses, parce que ceux qui connaissent un peu sont familiers avec la Bible, ben, tu sais, à un moment donné, il y a les 3 amis de Daniel qui veulent pas s'agenouiller devant le roi Nebuchadnezzar. Et puis, ils disent, au roi, nous, on va pas s'agenouiller parce que Dieu va nous protéger. Mais sachez au roi que même si Dieu nous protège pas, on va pas s'agenouiller. Donc, il les envoie dans la fournaise. Ils allument 7 fois le feu. Et tu vois qu'après ça, il y a un 4e homme. On sait que c'est Jésus. Bon, OK. Cette histoire, pour plusieurs, vont dire, bon, c'est juste une histoire farfelue. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu les a pas protégés du four, de la fournaise. Il les a protégés du feu. Tu comprends? Fait qu'il n'a pas empêché certaines conséquences, certains trucs. Tu comprends? Il les empêche. C'est souvent ça qui arrive. Fait que moi, je me suis toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, je ne vais pas dire Dieu m'a abandonné. C'était mon temps, c'est tout. Mais il m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Des fois, les gens pensent que croire en Dieu, c'est l'absence de problème. C'est ça. Non, c'est l'attitude que tu as pendant que tu fais face au problème qui fait la différence. Exactement. Exactement. Fait que c'est vraiment ça. Incroyable. Incroyable. Puis tu disais avec tant de confiance que ça nous inspire confiance. Puis aussi, ça peut aider quelqu'un à changer parce que sinon, on va toujours marcher avec cette défense. Peur, exactement. Ouais. Exactement. Donc, mais je dis toujours aux jeunes, ce que je dis aux jeunes, je dis, oh, mais je sais pas si je vais. J'ai tellement d'ops et tout. Je dis, OK. T'as 16 ans, right? T'as 17 ans, des fois 14, 15 ans. On va même exagérer, on va dire 18, 19 ans qui sont OK, tu t'es rendu jusqu'à là. C'est déjà bien. Tu dis, moi, je ne vais pas changer. Mais je dis, est-ce que tu penses qu'à 25 ans, tu auras moins d'ennemis? T'en auras plus. T'en auras plus. Puis en plus, tu auras plus d'amis, hein, amis. Donc, tu auras plus d'ennemis aussi parce que tu auras leur ennemi aussi. Fait que je dis, c'est mieux de risquer maintenant que de risquer dans 5 ans, si tu te rends en 5 ans. Même par logique, c'est mieux changer maintenant. Puis le truc aussi avec cette jeunesse-là, ben, n'importe qui avec qui tu parles, eux, ils ne calculent pas que tu les parles de « j'étais dans ta situation, maintenant j'ai un recul ». Toi, tu es dans la situation, tu penses que je ne sais pas de quoi je parle. Non, je sais de quoi je parle. En ce moment, t'en sortir, ce sera plus évident que dans 5 ans. Mais souviens-toi qu'ils ont la même mentalité que nous aussi, qu'on ne va jamais se faire prendre, que ça va arriver seulement aux autres. Moi, ça ne m'arrivera pas. On m'a pris cette fois-ci, pas la prochaine fois. C'est-à-dire, comme eux, c'est les ranceurs. Eux, ils ont tech parce qu'ils ne sont pas smart. Moi, je suis plus smart. OK. Guap t'en connais. Tu vois, je veux dire? Fait que c'est ça, c'est carrément ça. Tu vois? Ben, tu l'as sauté. Non, mais j'aime ça. Puis, si je te demande, OK, avant le mot de la fin, qu'est-ce que Andrés aujourd'hui dirait à un jeune Andrés qui deal avec l'abandon de son père, qui trouve que ma mère m'aime, mon frère est intelligent, il est studieux, je me relie pas vraiment à eux. Qu'est-ce que tu aurais dit à un jeune Andrés? À un jeune... Comme si toi, aujourd'hui, tu te parles à toi plus jeune, qui est aux prises avec l'abandon, qui deal avec, pas le rejet, mais tu cherches à faire ta place, mais tu ne trouves pas ta place. Mais j'aurais voulu me dire, moi, à ce temps-là, justement, j'ai dit, tu sais, vis tes émotions, c'est normal que tu sens, c'est ton père, c'est ton modèle paternel, c'est normal. Mais sache que ce n'est pas la fin. Sache qu'il y a toujours mieux et sache que c'est sûr que quand tu es jeune, tu ne peux pas penser comme ça. Ouais. Mais sache que le rejet, il y en aura tout le temps. L'abandon des gens que tu aimes, il y en aura tout le temps. Fait que c'est pas de minimiser l'abandon, c'est pas de minimiser comme ouais, c'est correct, habitue-toi à l'abandon. Non, c'est juste que pour dire qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours quelqu'un qui va être là, il y a toujours. Puis quand même que tu serais seul, on va exagérer, tu sais. Je pense pas, il y a toujours quelqu'un qui. Mais quand même, tu serais seul, c'est de toujours
penser que t'es pas tout seul. Tu comprends? T'es pas tout seul. Puis, tu sais, j'aime beaucoup un verset que Dieu dit, à un moment donné, il dit, quand même tes parents t'abandonneraient, moi, avec mes bras, je te recueillerais. Tu comprends? C'est comme pour dire que même si tu passes par ces moments difficiles, même si tu passes par des moments d'abandon, de rejet, que tu vas les avoir. Tu vas les avoir. Tu sais, on voit tous les caractères bibliques et même aujourd'hui, que tu sois croyant ou non croyant, on a tous passé par des moments de rejet, d'abandon, que ce soit une amitié, que ce soit un familial. Et puis si on se regarde et on est encore debout, on se dit, ben yo, I made it. Tu comprends? Je suis encore là. I'm still standing. Tu comprends? Fait que tu peux pas... Fait que moi, je dirais ça. Mais quand tu es jeune, tu penses que c'est la fin du monde. Ouais. Tu penses qu'il n'y a pas de sortie. Cette blessure-là, elle va être à jamais. Mais c'est de dire aussi à ce jeune Andrés, c'est parle aussi, parle-en. Ne le garde pas pour toi. Parce qu'une blessure étouffée, là, c'est la pire chose. Tu ne parles pas de ta blessure, next thing you know, dans 30 ans, ça va te péter en face. Sûrement, ça va t'exploser. Puis le problème et le plus triste, c'est que tu vas affecter les gens qui t'aiment. Fait que je vais dire, tu vas affecter peut-être une future épouse ou un époux si tu es une fille, et tu vois ce que je veux dire, ou un ami, et des fois, toi-même, tu vas rejeter, tu vas auto-saboter parce que tu as peur qu'on te rejette en premier, tu comprends? Puis tu vas faire tellement d'erreurs. Fait que c'est tellement mieux de parler. C'est ça, moi, je dirais à un jeune Andrés ou même n'importe quel autre jeune, tu vois. Merci pour cette réponse-là. Je suis vraiment content d'avoir posé la question. Super. Est-ce que tu as des perspectives pour ton futur maintenant? Parce que là, je peux dire que si t'en es sorti, tu as fait un tournant dans ta vie. Est-ce que tu as des perspectives pour ton futur? Dans quel sens? Des rêves? Des rêves. D'autres rêves que tu as des projets. des projets. Ouais, mais c'est sûr que moi, éventuellement, j'aimerais avoir comme peut-être pas tout seul à mon propre compte, mais avec des gens, un organisme, mais vraiment que pour ça. Tu sais, pas, mettons... puis ça, on voit à long terme. Là, on voit loin, là encore. Ça, c'est un de mes rêves, qu'il puisse avoir des gens, qu'au moins plus de la moitié soient des gens qui ont un vécu comme moi, qui aident d'autres gens. Tu comprends? C'est juste ça. C'est sûr que, également... j'aime la musique. Tu vois, je suis dans le monde de la musique, dans le gospel. Tu chantes, c'est vrai. Juste dans le gospel. Poésie, rap, chanter et tout. C'est sûr que j'aimerais aussi, pas nécessairement percer, mais juste faire beaucoup de ça. Des films aussi, toi, mais des films plutôt aussi avec un message de l'évangile, tu vois, gospel aussi, basé sur l'amour, tu vois, basé sur l'espérance, la foi, des messages comme ça qui, d'ailleurs, au Québec, il n'y a presque pas de ça. Même si déjà, les films au Québec, c'est pas fort. Fait qu'imagine-toi, gospel, c'est encore moins. Tu comprends? C'est pas... Mais tu sais aussi, avec tout ce qui est laïcité et tout, c'est là, sûr. en plus. Fait que moi, mais je comprends ça, puis je suis pas là pour convaincre personne. Moi, je suis pas là pour imposer rien. C'est juste que c'est ma foi, puis moi, je vais la manifester de différents talents dans l'art, la musique, la danse, le jeu de caméra, le théâtre, tu vois. Puis si on reste real, là, t'enlèves que ça soit gospel ou pas. En ce moment, en 2025, là, qui n'a pas besoin d'entendre un film qui parle d'amour, d'espoir? T'as vu l'état du monde dans lequel on est en ce moment? Donc, si t'es capable de retirer le fait que, OK, laïcité, whatever, en ce moment, on a besoin de messages positifs parce que, oui, ce podcast-ci, par exemple, il est plus... On va dire, il cible plus les adolescents et les jeunes adultes. Mais là, tu viens de parler de peut-être te lancer dans la production de films qui ont des messages d'espoir, de résilience et d'amour. Et moi, je crois personnellement que c'est plus que pertinent, surtout dans l'état actuel du monde. Fait que... Intéressant. Fait qu'on va pouvoir te voir dans différents... sous d'autres... je pourrais dire d'autres angles que celui dans lequel tu vivais avant. Puis c'est beau parce que c'est bien de parler de rêve. Parce que souvent, on parle justement de ce qui se passe, de négatif. Et effectivement, comme je vous le disais, dans le monde dans lequel on vit, on a vraiment besoin d'un message positif. Mais moi, je vois vraiment le gros shift. Il y a un méchant tournant. Yes. Donc, juste prendre le temps de te dire merci. Merci pour ton partage. Merci pour ta transparence, ta vulnérabilité. Puis j'espère que... Pas j'espère, je sais que les gens qui ont écouté ça, qui vont écouter ça, vont bien recevoir, puis vont être bien remplis, bien nourris, comme on dit. Puis si jamais quelqu'un veut te contacter, que ce soit pour une conférence ou pour venir faire un séminaire, parler avec un groupe, comment on peut te rejoindre?
Mais ça peut être par numéro de téléphone, c'est la manière la plus facile. Plus facile, je ne sais pas si ils te contactent toi, tu leur donnes mon numéro. OK, ou sinon, si tu me permets d'abord, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on ferait? Mais on mettrait ton adresse courriel, numéro de téléphone en bas, et puis comme ça, les gens peuvent te rejoindre. Oui, adresse courriel personnel. OK, parfait, c'est bon. Puis le numéro personnel aussi. OK, parfait, c'est bon. Donc, juste prendre le temps encore une fois de te dire merci au nom de l'équipe, le tournant. Merci beaucoup. Puis bonne continuité. Et merci à vous pour cette opportunité. Yes, tu sais déjà, bro, on est ensemble. Bon, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, restez branchés. On a plein de bonnes choses qui arrivent. À la semaine prochaine. Si tu te lances, il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes à poser, t'inquiète, tu vas y arriver. Regarde-toi dans le miroir, faire le 180 degrés. La vie, c'est pas lancer compte, mais ça compte seulement si tu te lances. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes à poser.